Et pour ce faire, en fait, on s'est tourné vers le marché de l'inoccupation. Le marché de l'inoccupation, c'est quoi ? C'est des postes de travail qui sont aujourd'hui aménagés, chauffés, clés en main, mais inoccupés, inutilisés. Et donc aujourd'hui, on estime que le taux d'inoccupation des locataires en Europe, il est aux alentours de 50%. Il faut réaliser à quel point ce chiffre est gigantesque quand on sait que l'immobilier, c'est la deuxième charge la plus importante d'un compte de résultat et qu'on se rend compte qu'un poste de travail sur deux est juste inutilisé et donc gâché factuellement, financièrement. Extrêmement parlant, entre 2022 et 2023, la demande placée, donc la demande placée, c'est le nombre de locataires qui ont pris à bail des espaces, a diminué de 17% en région parisienne. Là où quand vous regardez le centre de la capitale, elle est restée extrêmement solide. Parce qu'on se rend compte que la demande, elle continue de rester forte dans le centre de la capitale parce que c'est là où les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être. C'est quasiment devenu un slogan chez nous, mais c'est de arrêter de construire. Utilisez déjà la supply que vous avez, elle est énorme. Utilisez l'existant. Parce qu'en plus, cet existant, il est meublé, aménagé, chauffé. Et aujourd'hui, grâce à Sora, il est opéré. Grâce à cette équation-là, utilisons l'existant. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie car j'ai une nouvelle co-host à mes côtés, c'est son tout premier podcast. Hello Marie. Hello. Pour info, Marie fait partie de l'équipe investissement de Daphne depuis plusieurs années. Elle vient se prêter au jeu de l'enregistrement car elle suit la boîte que nous allons découvrir et que Romain va nous présenter. Salut Romain, tu es notre invité de ce jour. Hello, hello. Merci d'être avec nous, on est ravis de t'accueillir et on a hâte de découvrir du coup cette nouvelle boîte qui est Sora, un opérateur de bureaux inoccupés. Tu vas nous en dire plus tout de suite, mais d'abord j'ai une petite question avant de plonger dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de d'où tu viens, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à maintenant ? Yes. D'où je viens, donc j'ai une carrière qui est principalement dans l'immobilier de bureau. Je suis passé par des fonds d'investissement et je suis passé par une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle WeWork. Boîte dans laquelle j'ai passé quasiment 6 ans, où je me suis occupé du développement pour finir ensuite en étant directeur immobilier sur l'Europe, dans lequel je m'occupais de plusieurs pays. Ok. Et un peu plus perso, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours, quelles études tu as fait et tout ? Yes. Alors j'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études dans la finance. Qui au début étaient des études les plus classiques du monde. J'étais à Dauphine. Je voulais, comme la majorité des gens à cette époque-là, ou en tout cas à Dauphine, bosser dans la finance, faire de la finance de marché ou du M&A ou devenir DAF. Enfin voilà, c'était au début les objectifs. Et ensuite, je suis parti à New York vivre pendant un petit peu de temps. Et c'est là où j'ai découvert l'immobilier. Okay. Et en fait, l'aspect tangible du sujet m'a directement assez passionné et je me suis un peu enfoncé là-dedans. Et donc derrière, c'est comme ça que j'ai continué la carrière dans l'immobilier et aujourd'hui, voilà. Super. Des passions ? Des passions, ouais, 2 passions. La musique, beaucoup de musique dans ma vie. Ouais. J'en fais et j'en écoute beaucoup. C'est un truc que j'adore. Et les jeux vidéo. Et ta musique du moment, Péché du mignon. coup, comme on parle de musique, tu as une musique à nous recommander ? Oula, est-ce que j'ai une musique à vous recommander ? Je vais regarder mon Spotify tout bêtement, et vous donner une musique. Peut-être une de tes propres musiques. Non, pas du tout. Je n'en ai pas du tout. Merci Marie. Non, je vais vous dire Remote Control de The Readings. C'est une musique que j'écoute beaucoup le matin ces temps-ci. Ok, on note et on écoutera ça. Du coup, on peut plonger directement dans Sora, la boîte que tu as fondée il y a quelques mois maintenant, septembre 2023. Yes, exactement, septembre 2023. Ouais, c'est allé assez vite. Sora, c'est quoi ? C'est le premier opérateur de bureaux inoccupés. L'idée, c'est que grâce au modèle de Sora, on arrive à révolutionner un domaine qui prend du temps dans ses évolutions et on donne accès à des bureaux dans les meilleures localisations
en l'occurrence de Paris, à des bureaux qui sont entièrement aménagés, qui sont clés en main, mais tout ça à des prix qui sont inférieurs en comparaison aux coworkers traditionnels. Ok. Et est-ce que, enfin, j'imagine que la réponse est oui, évidemment. WeWork t'a complètement amené à te plonger dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui t'a donné cette motivation de... Enfin, t'as découvert le problème en étant chez WeWork? Alors, oui, en effet. Alors ça, oui. Mais est-ce que WeWork m'a plongé dans l'entrepreneuriat? Ça, non, je pense pas. C'est plus l'idée en elle-même, en fait, qui m'a drivé. C'était pas un objectif de monter une boîte forcément. C'est vraiment le sous-jacent ou en tout cas vraiment l'idée qui m'a fait prendre la décision. En revanche, là où WeWork m'a appris et m'a permis aujourd'hui de développer Sora, c'est dans la compréhension de ce qui est en train de se passer actuellement dans les besoins, dans l'immobilier de bureau et dans ce qu'attend aujourd'hui la demande, les clients sur la nouvelle utilisation des mètres carrés, la flexibilité. En effet, le passage WeWork m'a permis de me construire énormément sur ce domaine-là. Ouais. Et aujourd'hui, ça t'aide au quotidien dans toutes les missions que tu peux avoir? Tous les jours, clairement. Et d'autant plus quand on connaît l'histoire de WeWork, dans ses très bons comme dans ses mauvais moments, ça m'a permis de comprendre tant une phase de croissance qu'une phase de décroissance et de rationalisation. Et malgré ce qu'on peut penser, la phase de rationalisation et de décroissance, elle est tout aussi intéressante que la phase de croissance, parce qu'elle est tout aussi cruciale. Tu parles un peu de ces montagnes russes. Comment ça se passe au quotidien? Comment tu as vécu cette phase-là? Ça se passe en plusieurs étapes. Ça se passe dans... on prend toujours du temps à comprendre l'étape qui arrive devant nous. Donc, une rationalisation, on ne la comprend pas en 24 heures. Quand une société se restructure, ce n'est pas en 24 heures qu'on comprend tous les rouages d'une restructuration, les conséquences que ça va avoir, le positionnement de marché, les conséquences opérationnelles. Tout ça, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a acknowledge ce vers quoi on allait tendre et les raisons pour lesquelles on le faisait, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que la compréhension et les motivations d'une restructuration, c'est ce qui fait qu'on est d'autant plus meilleur dans la restructuration derrière. Parce que lorsqu'on comprend les bienfaits d'une restructuration et ce pourquoi on l'a fait, en effet, l'efficience commence à arriver. Je ne sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, mais peut-être pour nos auditeurs, on peut le préciser. Tu étais Head of Real Estate, c'est ça? Head of Real Estate sur le marché européen. Exactement, sur le marché européen. Ok, très clair. Marie, une question, une remarque? Non, peut-être que tu peux nous expliquer très concrètement comment ça fonctionne pour un propriétaire ou une société qui a un espace disponible et pour un preneur, quelqu'un qui chercherait des bureaux. Yes, complètement. La question qu'on s'est posée, c'était la question de comment on allait résoudre l'équation que tout le monde demande. En tout cas... Côté client, c'est l'équation du clé en main, des aménagements, de la localisation et du prix. Parce qu'aujourd'hui, encore plus dans une période de tension comme on vit aujourd'hui, le prix il est essentiel. Et aujourd'hui, cette équation, elle est assez compliquée à trouver dans son intégralité. Et donc, on s'est posé la question de où est-ce qu'il fallait aller la chercher pour réussir à répondre à la demande. Et pour ce faire, en fait, on s'est tourné vers le marché de l'inoccupation. Le marché de l'inoccupation, c'est quoi? C'est des postes de travail qui sont aujourd'hui... aménagés, chauffés, clés en main, mais inoccupés, inutilisés. Tu as une data à nous partager sur... Bien sûr. Aujourd'hui, on estime que le taux d'inoccupation des locataires en Europe, il est aux alentours de 50%. Il faut réaliser à quel point ce chiffre est gigantesque quand on sait que l'immobilier, c'est la deuxième charge la plus importante d'un compte de résultat et qu'on se rend compte qu'un poste de travail sur deux est juste inutilisé et donc gâché factuellement, financièrement. C'est un chiffre qui a énormément grossi depuis le Covid et depuis l'essor du télétravail. Bien sûr, alors c'est un chiffre qui existait avant. On a des études qui nous ont montré qu'avant le Covid, l'inoccupation était tout de même un problème. Également. Mais c'est un problème qui aussi est dû à la structure légale du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un engagement sur un bail traditionnel par un locataire de bureau, ça va être un engagement qui va être entre 6 et 9 ans en moyenne. C'est compliqué pour un CEO d'anticiper les aléas de sa masse salariale sur des périodes aussi longues. On n'est pas devin et ça peut être à la hausse comme à la baisse, mais anticiper des périodes aussi longues, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, dans une période macroéconomique qui est plutôt une période de tension, ça crée du coup des problèmes à la baisse. Et là, aujourd'hui, ça crée en effet des gâchis ou de la non-rentabilité sur des espaces. Et donc pour revenir sur l'expérience pour un hôte ou donc un propriétaire ou un locataire d'un espace qui aurait des espaces inutilisés, comment est-ce que vous réglez ce problème? L'idée, c'est de reposer on va revenir sur cette équation. L'équation aujourd'hui, c'est en effet de trouver des postes qui sont aménagés, clés en main, bien localisés. Cette équation-là, on la puise en
filtrant de notre côté et en opérant seulement le top 10% des bureaux inoccupés sur la ville. Donc cette partie de recherche qui est extrêmement longue vis-à-vis de l'utilisateur, nous on essaye de justement la filtrer pour faire en sorte de n'opérer que ce qu'on estime comme étant les espaces les plus attractifs dans les espaces de bureaux. Ensuite, la partie servicielle clé en main, c'est ce que les coworkers ont extrêmement bien démontré, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés, lorsqu'elles cherchent de l'immobilier, elles ne veulent pas perdre de temps dans toutes ces prises de décision liées à leurs espaces, parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, en l'occurrence, c'est leur boîte, et ils doivent se focaliser là-dessus. Cette partie, tant sur la gestion technique, que sur la gestion animation, que la gestion servicielle, mais là, je peux vous parler d'un problème de climatisation comme d'un problème de capsule à café. Toutes ces problématiques-là, le coworker a réussi à les solutionner en présentant le service à son niveau premium maximum, en présentant du clé en main parfait. Et donc aujourd'hui, nous, chez Sora, ce qu'on essaye de reproduire, c'est un peu cette expérience de coworking, mais chez tous ces locataires qui ont aujourd'hui des postes de travail entièrement inoccupés. Ça nous permet du coup de répondre à l'équation tant sur la localisation, l'aménagement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les locataires, ils ont des espaces de travail qui n'ont rien à envier aux plus beaux coworking du monde. Ils déploient des travaux qui sont magnifiques. Et donc, cette première partie de l'équation, les locataires l'ont réglée. La deuxième partie de l'équation, c'est la partie service et clé en main. Et ça, pour le coup, c'est la gestion de Sora qui permet de la mettre en place. Et enfin, la partie prix. Il faut savoir que c'est aussi une partie qui est cruciale dans la prise de décision de la demande. Et en allant chercher dans ce marché de l'inoccupation, on va chercher des postes inoccupés chez des locataires qui n'ont pas de velléité de marge, mais ils ont des velléités de rentabilité. Et donc, de facto, les prix affichés ou demandés par ces locataires de façon à rentabiliser leurs espaces seront bien inférieurs au prix du coworking traditionnel. Ok. Et du coup, tu parles de clé en main et de services. Tu peux nous citer quelques exemples de services? Vous gérez les contrats, le paiement? Alors, c'est tout de A à Z? Exactement, de A à Z. Donc, il faut te dire que du début de ta réservation avec ton emménagement, ta contractualisation, jusqu'à la durée de vie de ta réservation, donc les paiements, les factures, mais aussi tous tes problèmes logistiques, tes problèmes d'animation, tes problèmes d'office management. Ouais. À ce moment-là, Sora va intervenir pour faire en sorte qu'une fois de plus, tu puisses reproduire. Le plus smooth possible. Exactement. Ok, trop bien. Peut-être tu peux nous raconter tes premières expériences, premiers clients, notamment côté hôte et côté preneur. Bien sûr, aujourd'hui on estime qu'on a environ 600 postes de travail inoccupés qui sont prêts à être rentabilisés. Pour donner un autre chiffre qui est assez dingue, ça représente 3,2 millions d'euros prêts à être rentabilisés. Ça vous donne un peu une idée de la perte qui est liée à l'inoccupation, qui est quand même assez énorme. On accompagne côté host, on les appelle des hosts, donc tous ces locataires qui ont des postes inoccupés, on accompagne tout type de société, parce qu'il ne faut pas penser que c'est un problème qui est là uniquement sur des petites structures ou grandes structures. L'inoccupation, c'est un problème qui touche tout type de boîte, tout type de domaine. Donc on est extrêmement diversifié et varié dans la typologie de clients qu'on va approcher. On est ravis d'accompagner des sociétés comme Malte, qui sont des sociétés qui ont anticipé leur stratégie immobilière extrêmement intelligemment, puisque en gros ils ont joué sur ce marché d'inoccupation pour anticiper des besoins de croissance, et c'était extrêmement smart ce qu'ils ont mis en place. Tout comme on peut aussi aller accompagner des fonds d'investissement en plein cœur de Paris, dans les quartiers les plus luxueux. Donc on a un cœur de cible qui est assez diversifié finalement. Et aujourd'hui justement, vous êtes principalement à Paris, ou vous développez aussi d'autres villes en parallèle? Non, alors aujourd'hui on est uniquement à Paris. Ouais. Une fois de plus, désolé, je vais revenir sur ce drive qui est la demande. Notre stratégie d'être à Paris, c'est une fois de plus de localiser et d'opérer uniquement les espaces qui sont les plus attractifs. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte, je vais vous donner un autre chiffre qui est extrêmement parlant, entre 2022 et 2023, la demande placée, c'est le nombre de locataires qui ont pris à bail des espaces, a diminué de 17% en région parisienne. Là où quand vous regardez le centre de la capitale, elle est restée extrêmement solide. Parce qu'on se rend compte que la demande, elle continue de rester forte dans le centre de la capitale, parce que c'est là où les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être. Et aujourd'hui, elles ont besoin d'être dans ces zones pour plein de raisons. Aujourd'hui, on pose beaucoup les questions du retour au travail, de l'attractivité des talents, etc. Et aujourd'hui, avoir des espaces et des bureaux qui sont bien localisés dans la ville, au-dessus du fait que c'est prestigieux, mais c'est aussi un confort, mais c'est aussi une raison pour attirer des talents et réussir à créer de la rétention dans son entreprise. Donc ça a des enjeux qui sont bien plus importants que ce qu'on pouvait avoir dans les décennies précédentes. Et c'est pour ça que Sora, aujourd'hui, on décide de n'opérer que des espaces qui sont
en cœur de ville, parce que c'est les zones, une fois de plus, qui sont les plus attractives. Et j'espère vous dire dans un futur proche qu'on continuera de mettre en place ce modèle dans les grandes métropoles européennes, puisqu'on aura cette même analyse qui sera être drivée avant tout par ce dont a besoin la demande. Très clair. Et je parcourais votre site tout à l'heure pour préparer un peu ce podcast, et je suis tombée sur un visuel qui est assez parlant avec le bail traditionnel, la sous-location, le bail dérogatoire, et vous, votre solution un peu innovante que vous avez appelée contrat prestation de service. Tu peux nous partager un peu les différentes typologies de chacun de ces Bien sûr. baux? Alors, il faut savoir que le contrat prestation de service, c'est le modèle contractuel qui a été mis en place historiquement par les coworkers, donc IWG, WeWork, Morning Coworking, etc. C'est le modèle contractuel qui est utilisé de leur côté. Ce modèle contractuel, il a énormément de bienfaits. Le bienfait qui est le plus connu, c'est la flexibilité, puisqu'il peut être mis en place à partir d'un mois seulement, et pour une durée qui est au choix du client, donc c'est extrêmement pratique, mais il a aussi l'avantage de regrouper l'intégralité des services. Les services aujourd'hui qui sont mis à disposition des clients peuvent être hyper variés. On peut aller de la salle de sport au barista, à l'office management, aux consommables. Il peut y avoir une multitude de services, et le contrat de prestation de service permet en effet de regrouper l'intégralité de l'offre de valeur des espaces inoccupés dans un seul et même prix qui sera en effet un prix mensuel. On estime aujourd'hui que le bail traditionnel tel qu'il a été historiquement mis en place, c'est un outil qui est rigide, qui est aujourd'hui beaucoup moins adapté aux besoins de la demande, mais parce qu'il empêche les fluctuations de la masse salariale, il empêche d'anticiper ces fluctuations-là. Et comme je vous disais au début, c'est très compliqué, quand bien même on est directeur immobilier et expert, c'est très compliqué d'avoir une boule de cristal et d'anticiper les besoins en mètres carrés sur 9 ans d'affilée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de sociétés qui repensent leur portefeuille immobilier, qui parfois le réduisent, parfois l'augmentent. Bon, une fois de plus, ces temps-ci, on est dans une tendance à la diminution du portefeuille, à l'optimisation du portefeuille. Mais la raison, c'est parce qu'initialement, quand ces baux ont été pris, ils étaient pris sur des spéculations de croissance. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans un marché de tension, lorsque en fait, on a pris des baux sur des spéculations de croissance et qu'on rentre dans un marché de tension, ils ne sont plus adaptés. Et donc aujourd'hui, cet outil contractuel, et pour nous, il fonctionne, mais il commence à devenir très obsolète. Très clair. Marie, peut-être tu peux nous dire, partager à nos auditeurs plutôt pourquoi on a investi dans Sora ? Pour tout ce qu'on vient de se dire. Non, toute la thèse de Daphnis, c'est d'investir dans les modèles qui ont vocation à changer les usages dans le bon sens des choses. Et c'est ce que Sora fait, d'une part parce que vous proposez un nouveau type d'offre, donc vous venez disrupter un marché avec plus de flexibilité notamment, et le tout avec un modèle super vertueux où on favorise plutôt l'existant et plutôt que de construire du neuf pour héberger des locataires de bureaux. En effet, c'est vraiment c'est quasiment devenu un slogan chez nous, mais c'est de arrêter de construire. Utilisez déjà la supply que vous avez, elle est énorme. Utilisez l'existant, parce qu'en plus cet existant, il est meublé, aménagé, chauffé, et aujourd'hui, grâce à Sora, il est opéré. Ouais. Et grâce à cette équation-là, utilisons l'existant. Trop bien. Et vous, donc en fait, on fête un peu le lancement de Sora là, qui est tout bientôt, si je ne m'abuse. Exactement. Tu peux nous parler un peu du nombre d'offres en ligne, ce que vous proposez ? Oui. Donc, comme je te disais avant, on a 600 postes de travail disponibles qui sont principalement dans le centre-ville, dans les quartiers les plus attractifs, avec, comme je disais, des boîtes qui vont de la tech jusqu'à du fonds d'investissement. Donc, avec un nombre de postes qui peut être assez important. Exactement. Aujourd'hui, notre plus gros host, comme on les appelle, propose 152 postes de travail. Donc, c'est quand même c'est conséquent. C'est conséquent. C'est quand même déjà une très grande structure. Et on peut avoir des offres qui sont à une vingtaine de postes, voire même une dizaine de postes qui sont mis à disposition. Donc, on a essayé, une fois de plus, quand on a identifié les espaces qu'on voulait opérer, ça a été de se dire qu'on voulait réussir à proposer un panel qui était suffisamment large pour faire en sorte de pouvoir répondre tant à la start-up qui vient de se créer, qui a besoin de 10 postes et d'avoir cette flexibilité-là, tout autant que la société de 150 postes qui, elle, recherche le clé en main, le niveau de service d'un coworking, mais tout ça à un prix qui est beaucoup plus abordable. Ouais. À bon entendeur, donc. À bon entendeur.
Et tu parlais un peu de... Bon, c'est plus long terme, mais un jour peut-être ouvrir des capitales européennes. Est-ce que vous avez d'autres challenges à venir? J'imagine que oui, peut-être plus sur le court terme, du recrutement par exemple. Bien sûr, on a... Alors le challenge, je fais une réponse. Le challenge, déjà, c'est de... Le challenge de Sora, c'est avant tout d'être tourné dans l'expérience des utilisateurs, et tant du côté host que du côté guest. Parce que on estime que chez Sora, c'est avant tout une expérience quand on opère un espace. Et donc, l'expérience Sora ne se fait pas seulement lorsque tu identifies un de nos espaces, mais elle se fait lorsque tu vis l'espace en lui-même. Et c'est pour ça que notre challenge, c'est de se dire que dans un an, on aura des feedbacks et des retours de nos clients qui pourront être des retours qui sont à la hauteur de ce qu'on essaie de délivrer en termes d'expérience. Donc ça va clairement être notre priorité absolue. Ça va vraiment être le retour client. Ensuite, en effet, comme tu disais, les grandes métropoles européennes, et je l'espère, si le modèle prend place aussi vite que ce qu'on veut, on essaiera de se déployer dans toutes ces capitales européennes qui ont les mêmes problématiques que Paris, et dans lesquelles toutes ces sociétés ont aussi des gros problèmes de rentabilisation d'espace et cette demande qui ne trouve aucun endroit où aller avec ce niveau d'expérience. Et bien évidemment, en termes de recrutement, tout ça doit être corrélé. C'est-à-dire que si on continue au rythme de ces 600 postes de travail, à ce rythme-là, en effet, on se posera vite la question d'étoffer l'équipe. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on est une dizaine. On est répartis tant dans une équipe qui permet de gérer une première phase avec nos hosts, qui est une phase de stratégie de commercialisation. Donc, quel partenaire mettre en place, comment réussir à faire en sorte de rentabiliser le plus vite possible. Et ensuite, on a une partie office management, qui, elle, permet d'assurer toute cette partie servicielle dont je vous parlais un peu avant, et de reproduire toute cette expérience du coworking. Trop bien. Marie, tu as une dernière question? C'est les questions d'après. On a un peu les questions qu'on pose à tout le monde. C'est assez récent, mais on aime bien savoir la vision, et tu en as un peu parlé dans la vidéo, la vision du monde de 2050 d'après toi, et comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'une consommation qui est aujourd'hui plus proche des 10 tonnes à celle de demain qui serait mieux proche du 2 tonnes. J'espère sincèrement que via Sora, on arrivera à rationaliser, à optimiser l'utilisation du mètre carré. Je vous en ai parlé avant. L'immobilier tertiaire, c'est responsable de 41% de l'émission de gaz à effet de serre. C'est gigantesque. Donc on est dans une problématique qui est clé aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, en utilisant Sora et en continuant d'optimiser le mètre carré et les portefeuilles des différentes sociétés, l'impact sera suffisamment notable pour réussir à faire diminuer ce chiffre. Donc ça, c'est clairement une première vision. La deuxième, ça va être une vision qui va être peut-être plus opérationnelle. C'est que je pense que le monde de l'immobilier est un monde qui évolue doucement, qui prend son temps. Et j'espère que malgré tout, aujourd'hui, le système qui est mis en place, contractuel, l'utilisation du mètre carré, j'espère que Sora permettra de faire évoluer ce système-là, qui aujourd'hui, selon moi, est archaïque, et qu'on arrivera à tendre vers cette utilisation du mètre carré, mais cette utilisation aussi du contrat de prestation de service avec une récurrence qui est bien plus grande. Et aujourd'hui, alors on a beaucoup parlé des locataires parce que c'est en effet un des enjeux les plus importants pour Sora. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi parfois des propriétaires qui peuvent se tourner vers nous pour utiliser nos services. Et on est ravis de voir que parfois des propriétaires qui, normalement, initialement, ne pensaient que par le bail traditionnel, aujourd'hui se posent la question de commencer à regarder d'autres alternatives comme ce contrat prestation de service. Donc à terme, en effet, on espère avoir un impact aussi sur la structure globale et la façon dont on repense contractuellement un immeuble de bureau. Très bien. Et on se demandait en off tout à l'heure avec Marie, pourquoi Sora? Alors pourquoi Sora? Sora, ça vient du japonais. Alors en fait le symbole de Sora, donc le Sora en japonais ça veut dire ciel, mais quand vous disséquez le symbole de Sora, donc la lettre en japonais, vous vous rendez compte qu'elle est composée de plusieurs termes à l'intérieur, dont le terme espace est vide. Et donc en réalité Sora ça signifie espace vide si vous décomposez un peu le symbole. Très joli. On a quelques questions de la fin qui sont un peu plus légères. Marie, tu veux poser la première? Allez. Si tu devais manger un plat pour le reste de ta vie, ce serait lequel? On adore la bouffe chez Daphne, donc on était obligé de poser une question. Donc ça veut dire que le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et même le goûter s'il y en a un. Et même le goûter s'il y en a un, donc c'est quelque chose où on est toujours content quoi qu'il se passe. Je pense que je vais choisir des pâtes.
Facile. C'est validé. Celle-ci, elle est un peu plus complexe. Si on devait mettre un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque, tu mettrais qui ? C'est dur. C'est extrêmement dur comme question. C'est extrêmement dur. Je sais pas. T'as pas la réponse, on peut te poser une autre question, on en a plein. Ouais, j'ai pas la réponse. Par exemple, le métier que tu voulais faire quand t'étais petit. Je voulais être chanteur. Tu voulais être chanteur. Loin de l'immobilier. Très, très loin. Extrêmement loin de l'immobilier. On en fait une dernière, Marie ? Allez. Après, on te laisse tranquille. Si tu te réincarnais demain en un animal, tu serais quoi ? J'hésite, parce que j'aime énormément les chiens. Donc, j'hésite entre un chien et... Chien, c'est la réponse qui fait plaisir. J'ai lu un truc que j'ai trouvé... Exactement. Non, j'ai lu un truc qui était extrêmement... j'ai trouvé extrêmement intéressant. Mais parce que là, c'est pour le coup, ça fonctionne très bien avec ce qu'on est en train de vivre aussi. Le corbeau, parce que j'ai cru comprendre que le corbeau était un animal qui apprenait extrêmement vite de ses erreurs. Et qu'en l'occurrence, le corbeau, tu pouvais le piéger une fois, mais pas deux. Parce que c'est un animal qui itère beaucoup sur ce qui lui arrive dans sa vie. Et donc, du coup, j'aime bien cette façon de fonctionner. On a appris plein de trucs aujourd'hui. Très belle qualité. Merci Romain. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour nos auditeurs ou pas spécialement ? On a fait le tour. Non, merci mille fois de m'avoir reçu. C'était très cool. Avec plaisir. On invite du coup vous, chers auditeurs, à partager, à liker et à nous faire vos retours sur ces épisodes. Nous, en tout cas, on adore les enregistrer. À plus. Trop cool. À plus. Ciao. Merci à vous deux.